Chaque matin, des millions de personnes prennent des médicaments sans savoir exactement ce qu'ils provoquent dans leur corps. Elles partent du principe que ces produits sont sûrs et utiles. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs été prescrits par leur médecin. Et bien sûr, il existe des médicaments qui sauvent des vies et qui, dans certaines situations, sont absolument nécessaires. Mais il y en a aussi qui, à mon avis, font plus de mal que de bien, surtout lorsqu'ils sont pris à la légère ou sur une longue période. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de certains de ces médicaments que j'évite autant que possible en tant que médecin exerçant depuis tout de même plus de 42 ans. Car mon expérience me montre souvent que les médicaments ne font que supprimer les symptômes au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes. Et c'est précisément là que ça peut devenir dangereux. Car si nous ne comprenons pas ce que notre corps essaie de nous dire, nous lui retirons la possibilité de se guérir lui-même, et cela peut avoir des conséquences graves à long terme. Bien sûr, il ne s'agit pas de diaboliser les médicaments en général, mais je suis fermement convaincue qu'il est essentiel de s'intéresser au contexte, de prendre conscience de ce qu'un médicament fait réellement dans le corps, des alternatives qui existent, et de savoir s'il est vraiment nécessaire dans la situation en question de prendre un médicament de ce type dont je vais vous présenter quelques exemples. Commençons par le premier médicament, un que vous connaissez probablement tous. Ce sont les médicaments contre la grippe et le rhume. Je considère que c'est totalement contre-productif de prendre des médicaments contre un rhume. En fait, que font-ils? Ils empêchent le système immunitaire de faire son travail. Un rhume, ça vient, ça reste un peu, et puis ça repart si on le laisse faire. Mais si tu prends par exemple un médicament combiné, tu supprimes les processus naturels de guérison de ton corps et en plus, tu le boycottes. L'un de ces médicaments combinés contient par exemple du paracétamol. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. On le prend en cas de douleur, de fièvre et ainsi de suite. Ensuite, il contient aussi de la caféine et en plus de la vitamine C. Bon, je répète, le paracétamol fait baisser la fièvre. Mais à quoi sert la fièvre? La fièvre est une réaction de défense tout à fait naturelle du corps, qui lui permet de combattre efficacement les virus, par exemple, mais aussi les bactéries. La caféine, quel effet a la caféine sur vous? C'est censé vous garder éveillé et performant. Mais si vous êtes malade, vous devriez vous reposer. Ça n'a donc absolument aucun sens de faire croire à votre corps qu'il a une fausse énergie. Bien au contraire, il est complètement dérouté. Et puis la vitamine C, super je dirais. Mais la vitamine C nécessite une certaine quantité et la dose contenue dans cette préparation est bien trop faible pour avoir au final le moindre effet positif. Alors, quel est le résultat? Votre corps est simplement empêché de guérir de manière naturelle. Bien, le prochain médicament que j'évite absolument, ce sont les laxatifs, surtout s'ils sont pris régulièrement. Personnellement, je n'ai jamais pris de laxatifs de ma vie simplement parce que je sais ce qu'ils font au corps. En effet, avec le temps, l'intestin devient paresseux et fainéant. Et comme il s'habitue à ce qu'on fasse le travail à sa place, eh bien, il ne bouge plus et on ne peut plus du tout aller à la selle. En même temps, les laxatifs peuvent perturber massivement l'équilibre hydrique et minéral, ce qui peut à son tour entraîner des troubles du rythme cardiaque, simplement parce qu'avec ou à cause du laxatif, beaucoup trop de potassium et de magnésium sont également éliminés. Bien sûr, il peut arriver qu'en raison d'un changement d'alimentation, d'un régime qui n'est peut-être pas le régime que je recommanderais, ou en vacances, on ne puisse tout simplement pas aller à la selle et qu'on ait des problèmes. Mais pour cela, il existe aussi des alternatives plus douces, à mon avis. Par exemple, un petit lavement, on peut toujours l'emporter avec soi, partout où l'on va. Ou encore un massage du ventre fait du bien. Poser une bouillotte sur le ventre et aussi faire des mouvements ciblés. Et bien sûr, boire beaucoup d'eau. Une alimentation riche en fibres, avec beaucoup de produits complets et de légumineuses. Tout cela aide l'intestin de manière naturelle, à savoir à se mettre en route et à le rester. Maintenant, le médicament numéro 3.
Je suis aussi particulièrement prudente avec les antibiotiques. Bien sûr, il y a des situations où ils sont nécessaires, par exemple en cas d'infection bactérienne grave. Donc, voici une précision pour vous. Pour les infections virales, comme les rhumes, les antibiotiques ne servent absolument à rien. Ils n'agissent pas contre les virus, mais ils ne peuvent que tuer les bactéries. D'où le nom d'antibiotiques. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les antibiotiques ne sont pas des remèdes inoffensifs pour d'autres raisons également. En effet, ils ne tuent pas seulement les bactéries nocives, mais aussi les bonnes. Et quel est le problème? Une grande partie de notre système immunitaire se trouve en effet dans l'intestin. Et si la flore intestinale est déséquilibrée par les antibiotiques, on devient tout simplement plus sensible aux infections. Et c'est exactement ce qui se passe quand on prend trop souvent des antibiotiques. Je me souviens, dans mon cabinet, j'avais beaucoup de parents qui venaient avec leurs enfants et ils recevaient un antibiotique toutes les 6 à 8 semaines parce que l'enfant n'arrivait pas à guérir de lui-même. Les parents se sentent plus en sécurité quand un médicament est utilisé, en particulier un antibiotique. Mais comme je l'ai déjà dit, ça n'aide pas et ça affaiblit l'enfant et c'est pourquoi il tombe malade encore et encore. Et c'est pourquoi il est important à ce moment-là de simplement traverser un rhume avec l'enfant. Et c'était toujours si beau à observer que ces enfants qui sinon recevaient toujours, je ne sais pas, jusqu'à 6 fois, parfois même 8 fois par an un antibiotique, n'en recevaient peut-être plus qu'un seul, si tant est que ce soit devenu nécessaire. Donc, je voudrais simplement le redire, il faut être extrêmement responsable avec la prescription et aussi la prise d'antibiotiques. Et ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que c'est tout simplement grave quand ces antibiotiques sont prescrits pour des infections virales. Car, encore une fois, les virus ne peuvent absolument pas être combattus par les antibiotiques, mais parce que beaucoup de gens insistent pour se faire prescrire quelque chose. Les médecins ont encore bien trop souvent recours, c'est du moins mon avis, à la prescription de ce groupe de médicaments. Les conséquences sont dramatiques. De plus en plus de bactéries deviennent en effet résistantes, si bien qu'un jour, les antibiotiques ne feront plus effet. Et c'est l'une des plus grandes menaces pour notre santé dans les prochaines décennies à venir. Bien, le groupe de médicaments numéro 4. Ce sont les analgésiques. Je veux simplement que vous utilisiez ces analgésiques de manière consciente. Bien sûr, il n'y a absolument aucun mal à prendre un analgésique de temps en temps quand on a vraiment mal, mais beaucoup de gens se tournent désormais bien trop vite, par exemple, vers l'ibuprofène. Et cela peut d'ailleurs devenir vraiment dangereux en cas d'utilisation prolongée. Savais-tu que l'ibuprofène peut gravement endommager les reins et la muqueuse gastrique? Ou que les analgésiques peuvent eux-mêmes provoquer des douleurs? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant quand j'ai regardé la notice il y a de très nombreuses années. Par exemple, il est décrit que la prise d'analgésiques peut provoquer des maux de tête induits par les médicaments. Ainsi, quiconque prend régulièrement des analgésiques peut également tomber dans une dépendance. Pas seulement avec les analgésiques du groupe des opioïdes qui ont un potentiel de dépendance extrêmement élevé. Même avec l'ibuprofène, il y a des gens qui prennent maintenant un comprimé chaque jour parce qu'ils se sentent globalement mieux. Mais ils ne savent même pas qu'ils en sont déjà dépendants. Au plus tard, si quelqu'un prend plus de 10 comprimés d'ibuprofène ou de paracétamol par mois pendant plusieurs mois, c'est un vrai problème et il faut en parler à un médecin. Numéro 5, c'est un médicament que je considère comme particulièrement critique. Ce sont les médicaments anticholestérol. Et en premier lieu, les fameuses statines. Ces médicaments font partie des médicaments les plus vendus dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que des millions de personnes ont un taux de cholestérol trop élevé. Point d'exclamation, point d'interrogation. Mais la question est de savoir si ces valeurs limites sont bien définies. Et surtout, a-t-on vraiment besoin d'un médicament ou peut-on réguler son taux de cholestérol par une bonne alimentation ou plus d'exercice? La réponse est très claire. Oui, c'est possible. Par exemple, les flocons d'avoine, pour ne citer qu'eux, sont très efficaces pour faire baisser le taux de cholestérol.
Il existe de bonnes études à ce sujet, mais aussi une alimentation végétale de bonne graisse. Tout cela peut contribuer à faire baisser le taux de cholestérol sans avoir à prendre de médicaments. Et le problème avec les statines, c'est qu'elles n'inhibent pas seulement la production de cholestérol, mais aussi la production de Q10 par l'organisme. Et cette coenzyme est si importante pour notre énergie cellulaire. De nombreuses personnes qui prennent des statines se plaignent de douleurs musculaires et articulaires. C'est un effet secondaire très connu de ces médicaments. Cela s'explique par le fait que ce médicament prive le corps de cette enzyme si importante. Vient maintenant le médicament numéro 6. Et celui-ci est un vrai classique. Je suis très curieuse de voir si les personnes derrière la caméra vont tendre l'oreille quand je vais en parler, car beaucoup de gens le sous-estiment. Ce sont les sprays nasaux. L'ingrédient actif des sprays nasaux, la xylométazoline ou l'oxymétazoline, fait en sorte que les vaisseaux de la muqueuse nasale se contractent, ce qui réduit le gonflement et permet de respirer à nouveau. Ça a l'air plutôt cool au premier abord, n'est-ce pas? Mais si tu utilises ce spray pendant plusieurs jours, c'est exactement l'effet inverse qui peut se produire. Car dès que l'effet s'estompe, la muqueuse nasale gonfle encore plus qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens deviennent dépendants du spray nasal. Tu peux peut-être l'imaginer maintenant. Dans mon cabinet, j'ai vu d'innombrables patients qui, pendant des mois, voire des années, ne pouvaient pas se passer de spray nasal. Quelle est donc la meilleure alternative? Oui, arrête s'il te plaît et utilise un simple spray à l'eau de mer ou une douche nasale avec une solution saline. Cela permet de déboucher un nez bouché en douceur. Et pour finir, j'aimerais te dire encore quelque chose de très important. Les médicaments ne sont pas foncièrement mauvais. Dans de nombreux cas, ils peuvent sauver des vies, soulager la douleur et traiter des maladies graves. Et quand ils sont vraiment nécessaires, c'est une bonne chose que nous les ayons. Mais le point décisif, c'est qu'ils devraient toujours être utilisés avec discernement. Dans notre monde moderne, il est devenu bien trop facile de prendre une pilule pour chaque petit symptôme sans se demander pourquoi le corps envoie ce signal. Pourtant, c'est précisément là que se trouve la clé. Notre corps n'est pas une machine qui doit être constamment réparée, mais un système très intelligent qui, dans la plupart des cas et de préférence, sait très bien tout seul ce qu'il faut faire. C'est un sujet tellement important et c'est pourquoi je te demanderai de partager cette vidéo. Tu feras ainsi du bien à de très nombreuses personnes.